Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sursaut Citoyen. Une émission de la Convention nationale des juristes du Mali en partenariat avec la chaîne Rota Lali. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Sidiki Kouyaté. Sidiki, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Monsieur Diko. Sidiki, je vous remercie infiniment pour avoir accepté de faire le déplacement et venir participer à cette importante émission de la Convention des juristes du Mali, malgré vos occupations. Vous êtes très sollicité, surtout le côté social. Maintenant, Sidiki Kouyaté, ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est un juriste. C'est un homme de culture. Sidiki, je souhaite bien qu'en quelques minutes, que vous présentiez à nos téléspectateurs du Mali, de l'Afrique et du monde. Ok, merci beaucoup, M. Diko. Et en fait, un bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Téléspectatrices, voilà. Donc on aurait dû commencer par ça. Ah, c'est ça. Donc vraiment, comme vous l'avez si bien dit, je suis juriste de formation et je suis également journaliste. Je suis un opérateur culturel. Et hier soir, nous étions avec Yoro et ses éléments, le trio. Ouais. Et donc, Alex Le Wassoulou, c'est ça? Non, Yoro Diko, l'humoriste Yoro Diko. Ah, d'accord, l'humoriste. Oui, c'est ça. Qu'on va avoir ici un jour peut-être. Pour nous parler de citoyenneté. Effectivement. Donc, je suis journaliste, je suis photographe. Et nous évoluons dans la photographie commerciale, la photographie conceptuelle et commerciale. Donc, c'est pas la photographie alimentaire. Mais j'ai commencé par la photographie alimentaire, mais aujourd'hui, je suis un PCB, c'est-à-dire que nous faisons de conception de photos et que nous proposons maintenant à des gens qui sont intéressés parce que c'est le image qui peut-être véhicule des messages que les commerciaux, les entrepreneurs, tout le monde a besoin. Et en plus de ça, je suis caméraman. Je peux dire que j'ai même commencé par ça. Ah voilà. Et voilà, donc voilà tes collègues. Doumbia et Konaté. Voilà, c'est un peu ça. Voilà donc grosso modo un peu ce que j'ai fait. Mais Sidiki, moi j'ai remarqué, parce que vous passez sur les chaînes, radio, télé, et puis pratiquement on vous arrache quoi. Partout les gens invitent Sidiki Kouyaté, on a besoin, entre ma fait Sidiki de Kana. Cela est dû à quoi? Je sais quand même que vous travaillez énormément. Et surtout, vous avez gardé les liens avec notre terroir. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, et quand on fait des activités comme ça, et surtout quand on doit souvent prendre la parole devant le grand public, il y a une idée qu'il faut se faire. C'est d'abord à qui il faut s'adresser. C'est-à-dire qu'il faut avoir chaque fois des groupes cibles. Et donc moi, ma particularité, ce n'est pas de m'adresser à tout le monde, parce que souvent ça n'a pas de sens. Parce que s'adresser à tout le monde, ça veut dire s'adresser à la majorité. Et dans la plupart des cas, on sent que les gens sont plutôt dans le sensationnel. Donc moi, je m'intéresse à des gens, sinon je m'adresse à des gens qui veulent écouter, apprendre et qui veulent vraiment qu'on mutualise les connaissances pour pouvoir avancer. Mettre les intelligences ensemble. C'est tout. Pour un objectif clair et qui va dans le sens du pays en réalité, la marche du pays. C'est tout. Donc l'absurdité reconnue devient c'est-à-dire que l'absurdité reconnue devient la plus pénible. C'est-à-dire que c'est pourquoi moi, quand tu t'adresses à des gens qui veulent connaître, forcément, parce que c'est des gens qui sont fous de la connaissance, qui sont amoureux de la connaissance, donc du coup, tu vas leur intéresser comme la connaissance les intéresse. C'est un peu ça, un peu. Voilà pourquoi à chaque fois, on remarque que les gens réclament, mais ceux qui réclament ne sont pas des gens qui sont la majorité, mais c'est plutôt des gens qui sont vraiment fous de la connaissance, qui ne sont pas aussi minoritaires, mais qui ne sont pas tout à fait majoritaires. Donc c'est ce qui te passionne en réalité. Parce que, je l'ai dit tout de suite, vous êtes toujours sur pied, toujours en train d'inventer, toujours en train de rencontrer des gens. C'est surtout les actions humanitaires, les actions sociales. Il y a quelque temps, quand le cimetière de Sotiba, ou de Djelibougou, si on peut dire ainsi, le cimetière a été envahi par l'eau. Pratiquement,
tu fais partie des premiers qui ont pris l'initiative, n'est-ce pas, de solutionner cette situation. Effectivement. Oui, effectivement, je suis très généralement dans ces activités, des activités humanitaires. Et nous avons, c'est-à-dire qu'au début de l'hivernage, les jeunes ont fait un constat. Nous sommes donné la main. Parce que le constat, c'est quoi? C'est qu'on a vu que notre collecteur, grand collecteur de Marico, qu'on appelle Moulbalini, c'était déjà rempli des ordures, de la terre, des boutons, tout ça. Donc, le risque d'inondation était grand, était énorme. Et alors, on a sillonné tout le long de notre grand collecteur. Nous nous sommes rendus compte que, attention, au-delà de ça, il y a des gens qui sont venus construire dans le nid de ce Marico. Alors, si nous, on doit curer, il faut faire l'évacuation, il faut faire l'enlèvement. On a appelé les autorités nous ont prêté main forte. On a appelé la population en premier lieu pour d'abord, voilà, c'est d'abord nous. Effectivement. Vous avez pris l'initiative. Ouais. Vous d'abord, ensuite, maintenant, quand les gens voient que vous êtes déterminé, mais ils vous accompagnent. Effectivement. Ça, c'est vraiment un exemple extraordinaire et qui doit être suivi. Voilà. Maintenant, et en même temps, on criait parce que on disait que mais quand on va curer, c'est quand on va faire le curage, mais ce qui est sûr, il va avoir suffisamment d'eau. Et finalement, ça peut inonder encore le cimetière. À l'époque, on disait ça. Et bizarrement, quand on a commencé à curer, effectivement, on a vu que, bon, de l'autre côté, il n'y avait pas d'inondation. Mais finalement, puisqu'ils ont coupé le grand correcteur avant que vraiment le correcteur ne se déverse dans le fleuve, donc du coup, c'est directement vers le cimetière là, parce qu'ils ont fait un système de drainage qui fait que c'est directement vers le cimetière que ça va se déverser. Ouais. Donc ça a fait partir les murs et puis le cimetière a été complètement inondé. Même présentement, il n'y a pas assez d'eau, mais vu que ça a été inondé encore. C'est une sorte de bas-fond apparemment. Voilà, en fait, comme c'est des surfaces que nous avons utilisées par le passé pour les cultures autour là, donc c'est pas la terre. C'est pas la terre à l'état naturel. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle un effondrement naturel. C'est comme un bas-fond maintenant. Donc il y avait à peu près 40 mètres cubes d'eau et il y avait des citernes qui venaient pour faire l'aspiration. Il y avait 25 souvent, ils faisaient ça 25 fois par jour. Donc il y avait tellement d'eau que c'est pas possible. Merci beaucoup. Donc Sidi, quand on aborde cette question, il y a ce qu'on appelle l'esprit citoyen. Vous êtes un citoyen. Et au niveau de la Convention des juristes du Mali, notre organisation créée il y a 21 ans a essentiellement pour mission d'informer les citoyens sur leurs droits et devoirs, promouvoir la citoyenneté, en fait, entre guillemets, aider les Maliens, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qu'on ouvre les yeux et dire cette nation-là, c'est notre nation. Et que chacun d'entre nous doit apporter une petite contribution, n'est-ce pas, pour renforcer la nation et faire en sorte que le Mali prospère. J'ai abordé cette petite question, cette petite parenthèse avec vous, Sidiki, parce que depuis quelque temps, le Mali, notre pays, traverse des moments difficiles. En Ghana, comme le disent les Bamana, qu'on se le dise, ce pays traverse des moments difficiles dans tous les domaines. Nous avons une perte de valeur extraordinaire. 30 ans après avoir eu, ou bien en tout cas depuis 30 ans qu'on se bat pour la démocratie, nous sommes confrontés à des difficultés. Aujourd'hui, c'est des coups d'État, au Mali et partout. Alors même que les démocrates, n'est-ce pas, depuis des années sont battus. Certains même sont retrouvés en prison. Mais 30 ans après, pratiquement l'État du Mali rencontre des difficultés. Nous avons des sérieuses difficultés. Mais on entend partout au Mali les gens dire Mali Koura. Mali Koura. Tu vas voir un paysan, il dit Mali Koura. Tu vas voir un intellectuel, il dit Mali Koura. Mais quand tu rentres en profondeur pour que la personne t'explique, ce Mali Koura évoqué, ça signifie quoi pour elle? Et là, vraiment, il y a des difficultés. Sidiki, à longueur de journée, tu l'entends, finalement.
Le Mali Koura de Sidiki Kouyaté, c'est quoi au juste? Bon, pour moi, ça va être un peu difficile de répondre comme ça, mais seulement, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a comme problème. Ouais. Ce que nous avons connu des gens qui sont battus pour amener notre pays à l'indépendance. L'indépendance, ouais. Maintenant, ces gens-là ont tout combattu. Finalement, ils sont allés sans que le pays garde au sein de la population ce qu'on appelle une conscience sociale réflexive. Donc à partir de là, il y a eu un autre régime qu'on appelle le régime de Moussa Traoré. Un régime qui a duré pendant 23 ans. Pendant ces 23 ans, le Mali n'a pas connu la formation politique idéologique. Alors qu'avec la Première République, il y avait ce qu'on appelle l'école de parti. Une école qui formait les cadres de la nation sur le plan politique et sur le plan idéologique. Donc, après 23 ans de dictature, nous sommes retrouvés dans une démocratie qu'on n'a pas pu donner un contenu. Dans une démocratie qu'on n'a pas pu définir. Il y avait peut-être l'euphorie de voir le régime Moussa partir, les démocrates prenant le pouvoir. Ouais. Donc, ils sont venus. Alors, en tout cas, il y avait une minorité de gens qui étaient conscients de ce qu'il fallait faire. Ceux qui portaient la conscience grise de cette révolution face à Moussa Traoré n'ont pas eu le pouvoir après la chute de Moussa Traoré. Au contraire, ils ont été combattus. Donc finalement, les Maliens sont pris entre les tenailles de deux consciences qui sont opposées. Ceux qui combattaient le régime de Moussa Traoré, il y avait parmi eux ceux qui pensaient qu'il fallait restaurer les mêmes valeurs de nos aïeux que les Moudbo ont tenté de restaurer. Pour d'autres, non, c'est une question seulement d'aller à l'alternance de le multipartisme. Ouais, exactement. C'est pour qu'après la chute de Moussa Traoré, c'est le multipartisme qui a pris le dessus. Pendant qu'avant l'indépendance... Et le multipartisme intégral. Ouais. C'est pour cela que certains se plaignent aujourd'hui du fait que nous avons des centaines de partis politiques. Voilà, c'est ça. Il y en a même qui ont leur parti politique dans les sacs. C'est clair. Maintenant, alors que nous avons connu le multipartisme avant même l'indépendance. Il y avait plusieurs partis avant l'indépendance. Ouais. Il y avait le vote avant l'indépendance. Mais après la chute de Moussa Traoré, ils ont résumé notre démocratie au multipartisme, au vote. Intégral. Intégral, au multipartisme. C'est ce qui est dans la conscience du Mali. C'est ça. Alors, pendant qu'on chassait Moussa Traoré, pouvoir, on parlait de Malikwa. On décollait Fofokwa. On nous chantait ça à l'époque, on était très petits, mais c'est resté un peu parce que j'ai été quelqu'un qui s'intéresse et qui a été tout le temps quelqu'un. J'étais tout le temps quelqu'un vraiment qui m'intéresse à des. Et j'ai dit que j'étais toujours quelqu'un qui s'intéresse à des choses comme ça. C'est un peu comme ça naturellement. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. On est dans un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? C'est que tout le monde parle de Malikwa, mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce Malikwa se fait avec la pierre de chacun de nous pour le bénéfice national. Bien sûr. Alors, essayons de voir un peu de tous les côtés. Au niveau de la société civile, au niveau des cadres politiques, au niveau même des médias, au niveau des ouvriers. Alors, quelle est cette effervescence? Les gens ne parviennent pas à se donner un objectif. C'est-à-dire que ces différentes couches sociales ne parviennent pas à se donner des objectifs à atteindre. Pour chacun, le Malikwa sent, c'est-à-dire qu'on entend par le Malikwa que lorsque le mécanicien qui est à côté, lui, son Malikwa, ça se résume à sa seule personne. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce que lui, il fait avec la société, avec la nation, avec le pays pour obtenir ce Malikwa? Tout récemment, il y avait le mouvement M5RFP. Un mouvement qui a précipité la chute du régime de comment on dit là, Ibrahim Boubacar Keïta. On commence déjà à oublier le nom. Voilà, c'est un peu ça le problème. Donc pratiquement,
ce régime n'existait pas. C'est pourquoi je dis que c'est ce mouvement-là qui a précipité la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. On revient à ce que Nelson Mandela disait à son temps, que tout acte posé sans vision est une perte de temps. Depuis bien avant la chute de IBK, je disais aux gens, attention, on va faire partie IBK. Mais pour qu'après IBK, nous puissions avoir immédiatement les retombées de façon positive, il faut dès maintenant combattre IBK et ses actions insalubres. Si vous ne le faites pas, IBK est pris dans des tenailles et après IBK, vous serez encore, c'est-à-dire qu'il va avoir, l'auto encore va se retirer davantage autour de vos projets. Mais Sidiki, le cas IBK, Ouais. nous sommes des juristes, peut-être les questions politiques, on ne va pas beaucoup les approfondir. Le cas IBK, pour l'histoire de ce pays, Ouais. est-ce qu'il y a une nation au monde qui a eu un enfant, entre guillemets, quoi, un fils comme IBK? À travers le monde, Ibrahim Boubacar Keïta, conseiller à la présidence de la République, ambassadeur En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, Premier ministre, Premier ministre. député, Président. président de l'Assemblée nationale, président de la République. Ouais. Est-ce que peut-être il faut 300 ans pour qu'il y ait un fils de ce pays? Mais malheureusement, toute cette chance-là que ce président a pu accumuler, malheureusement les choses n'ont pas pu marcher. Moi je pense que c'est pour cela, finalement les Maliens eux-mêmes, ils ne croient en rien, quoi. La grande majorité des Maliens ne croient en rien, surtout ne croient plus aux acteurs politiques. Mais vous savez, parce que souvent il y a cette vérité-là qu'il faut dire aux Maliens. IBK a eu tous ces privilèges-là, mais IBK a quelle valeur politique pour avoir tout ça? Quelles sont les potentialités politiques que la personne de IBK incarne pour avoir tous ces privilèges-là? Ah, mais c'est les Maliens qui ont voté pour lui. Donc, en 2013. Les gens ont même dit qu'il y a même des sorciers et des diables qui sont allés voter pour IBK. Imaginez, parce que moi, à mon âme envie, sur le plan politique, en tout cas, pour avoir une carrière politique, il faut pouvoir quand même réaliser, il faut avoir une vision. Mais on a demandé en 2013 aux gens qui se battaient, hein, avec toute leur énergie, pour faire élire Ibrahim Boubacar Keïta. Dites-nous après tout ça là, qu'est-ce que IBK, qu'est-ce qu'on peut expliquer du Mali à travers la personne d'IBK? Il n'y en a absolument rien. Ouais. Donc c'est pour vous dire que nous nous sommes quelque part de gens qui s'intéressent plutôt, nous sommes peut-être quelque part dominés par la passion, parce qu'ils ont fait un jeu, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit que c'est Alpha Condé et ses éléments. Alpha, donc l'ancien président de la République. C'est comme ça. Mais celui qui a été l'homme de main de Alpha pour mettre le pays à terre, c'est ce dernier qui a été pris devant tout le monde, Qui s'appelle comment? devant Dieu, qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, oui, c'est ça. Ils l'ont nettoyé. Ils l'ont fait venir. Mais il y a des gens qui ont juré que si IBK pouvait quelque chose pour ce pays n'allait pas être à terre. Alors maintenant, un IBK qui n'est pas la même, c'est-à-dire que parce qu'ils ont dit que IBK, quand il est venu à la primature, il a été un homme il a été un Kankilintiki, il a été un homme de parole. Mais attendez, sur quoi? Sur la base de quoi? Quels sont les résultats? Et après tout ça, vous avez dit que c'est Alpha Condé et son régime qui ont mis ce pays-là à terre. Mais alors que l'homme de maître d'Alpha Condé, c'était la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est pour vous dire que quelque part, nous on est dans ce problème-là, il faut qu'on trouve une solution. Le Mali-Croix, en mon âme envie, c'est quoi? C'est que ce que nous dirige aujourd'hui, nous on avait proposé sous Macron, ils doivent tout faire pour libérer ce pays. Ils doivent tout faire pour que la justice ait son honneur en République du Mali. Organiser de bonnes élections et peut remettre
le pouvoir à un président légitime et démocratiquement élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez aujourd'hui parvenir à ça, vous devez faire recours à beaucoup de valeurs, à beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui des comédiens, nous avons aujourd'hui des chanteurs, nous avons le théâtre malien, c'est parti en fumée. Aujourd'hui, la presse, aujourd'hui, ce Malicois dont on parle, qu'est-ce que les autorités sont en train de faire avec la presse? Ce Malicois dont on parle, qu'est-ce que les autorités sont en train de faire aujourd'hui avec les religions, dans les mosquées et dans l'église? Parce que ça ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une conscience sociale réflexive. Mais malheureusement chez nous, et par exemple, si vous prenez aujourd'hui, on est en train de tout faire pour aujourd'hui arrêter les délinquants financiers, n'est-ce pas? Mais moi, je n'en crois pas trop. Pourquoi? Parce que l'État qui doit se glisser dans ça, cet État doit faire tout, peut-être pour amener un film qu'on appelle Voilà. Parce que c'est à travers des canaux comme ça qu'on peut revivre aux Maliens les fibres patriotiques qui ne sont plus. Mais si vous voulez quelque chose dans une république, il faut des canaux qu'il faut franchement utiliser pour aller vers ça. Donc le Malicois aujourd'hui pour moi là, c'est de tout faire, c'est d'amener les Maliens à faire face à la situation insécuritaire. C'est-à-dire que je veux parler de la libération du Mali. Ouais. De tout faire pour que la justice regagne son honneur d'antan et de tout faire pour que nous puissions aller vers des élections libres, transparentes et éclairées. Moi, c'est clair, hein, les explications. Tu vas revenir. Quand moi j'analyse ce pays-là, et d'ailleurs au niveau de la Convention des juristes du Mali, nous avons procédé à cette analyse-là, c'est d'abord des mots. Tu vas me dire qu'en fait, les mots du Mali sont connus, tout le monde en parle. Ça veut dire c'est des mots. Le manque de vérité. Depuis 30 ans, c'est la même chose depuis 30 ans. L'individualisme exacerbé. Chacun veut avoir quelque chose pour lui seul ou sa famille et ses alliés. Non, pour lui seul. Pour lui seul là. Ok. Parce que ce qu'il cherche là, il est prêt même à sacrifier sa famille pour ça. Ensuite, il y a ce que des intellectuels appellent notre honte à nous. Pas d'école. Comment une nation va se développer, prospérer sans école? Actuellement, il y a le débat sur les textes législatifs réglementaires, la constitution, autre chose. On parle de refondation. Nous, au niveau de la convention, notre idée c'était quoi? Il faut, la base de l'école, c'est d'abord des bons enseignants. N'est-ce pas? C'est vraiment des enseignants de qualité qui sont protégés. Nous avons même demandé que les enseignants du Mali bénéficient de l'immunité, comme l'immunité parlementaire. Comme nous sommes des juristes sur le plan juridique, que la police ne soit pas autorisée, n'est-ce pas, à interpeller un enseignant qui est dans sa classe avec les gosses. Parce que si le policier rentre, les jeunes paniquent. N'est-ce pas? Et il n'y a pas d'école sans vraiment une organisation, des bons enseignants, des bons directeurs et puis des parents d'élèves qui accompagnent. Notre plaie aujourd'hui, qui est béante, c'est notre école. Ayons le courage de le dire. Ensuite, quoi? Notre justice. On ne peut pas fonder une gouvernance vertueuse. On ne peut pas aboutir à une vraie démocratie, ou même une démocratie acceptable, si nous n'avons pas une justice indépendante et une justice rendue au nom du peuple du Mali. Pour ça, au niveau de la Convention, nous avons demandé de veiller sur le choix des magistrats, notamment en se rassurant que les concours d'attrait à la magistrature soient des concours transparents. Transparents. Et surtout l'égalité de chance pour tous les fils de ce pays. Nous avons encore au Mali des magistrats de qualité. C'est vrai. Mais la grande majorité là, je pense que les pieds sont cassés. Tous les Maliens le disent aujourd'hui. Et notre administration, est-ce que notre administration, depuis 30 ans, est-ce qu'elle est accessible aux citoyens maliens? On a l'habitude de dire ici,
je vais dans un ministère, Sidiki Kouyaté, est-ce que tu connais quelqu'un dans tel ministère? Est-ce qu'on a besoin? C'est l'égalité pour tous les citoyens. Moi, je pense que c'est ça la plaie. Ensuite, c'est ce fossé, Sidiki, entre le Mali réel et ses dirigeants. Le citoyen malien aujourd'hui ne croit plus aux politiques. Les gars viennent, ils donnent 2000 francs CFA. Ils vendent il y a des citoyens qui ne sont pas cultivés, qui vendent leur carte d'électeur. Tellement la carte d'électeur est importante. Je pense que nous aurons le temps ici, avec nos partenaires de la chaîne, RL, d'aborder ces questions électorales. Parce que là, les gens sont perdus. Finalement, les Maliens, Sidiki, ne croient en rien. Une petite anecdote, il y a un jeune Malien qui est en France, qui a eu à suivre les émissions de RL, qui m'appelle, il me dit que vraiment lui, il est désespéré du Mali, ça ne va pas, il se tue là-bas, il traverse l'océan pour venir construire le Mali, mais le Mali n'existe plus. J'ai dit mon type, le Mali existe. Le Mali rencontre des difficultés, maintenant c'est à nous, en tant que Maliens, de nous battre pour faire exister le Mali. Mais les partenaires, l'étranger ne va pas faire le Mali à notre place. Et il me dit, la situation est tellement grave que chez eux là-bas en France, quand tu te lèves pour aller voir des amis qui sont en train de causer, dès que tu abordes le nom Mali, les gens se lèvent, ils partent. Ils disent, mais toi là, tu es un rêveur, le Mali ne sera jamais. Mais ça fait froid au dos ainsi. Bon, en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est dire que, bon, le Mali n'existe pas, mais très généralement, ceux qui le disent là, c'est des gens qui peut-être seulement en 2013 qui ont commencé à s'intéresser au Mali. Voilà, ce Mali-là. C'est des gens qui peut-être qui c'est seulement lorsque le mouvement 50 est mis en place qui sont comme ça. Voilà. Donc 2 ans après pour le Mali n'existe pas. Ouais. Donc nous on ne peut pas le dire. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... Parce que nous on ne peut pas le dire, et toi et moi, ouais. Et les autres collègues, parce que nous sommes des citoyens. Ce sera notre honte si le Mali disparaît. Donc nous allons nous battre pour faire exister le Mali. On ne peut pas le dire dans la mesure où ça fait plus de 30 ans. On est dedans quoi. Donc ça on est depuis 30 ans. 30 donc ans. c'est un peu ça le problème. Ouais. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est très simple. Hein. Vous savez, vous savez, il y a un problème. C'est que nous avons des chefs religieux, n'est-ce pas? Il nous reste 2 minutes pour balancer, aller du côté de la langue bamana. C'est comme ça. Parce qu'on a nos téléspectateurs qui tiennent à ça. Effectivement. Nous avons, par exemple, nos chefs religieux. Nous avons nos responsables politiques. Nous avons même les organes de presse. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, vous avez quelque chose à proposer à un public. Et cette proposition-là, c'est comme un chanteur ou un artiste. Il y a des artistes qui ont des ambitions propres à eux, ou bien en tout cas des visions propres à eux, ou en tout cas des messages propres à eux qu'ils veulent communiquer et partager avec tout le monde. Et là, quel que soit le prix, ils sont prêts à se donner pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gens savent que, quand les politiciens savent que, quand les religieux savent que ce n'est pas la connaissance qui intéresse cette population, que c'est plutôt autre chose. L'argent. L'argent. Ouais. Mais c'est comme, finalement, c'est cette population-là aujourd'hui qui manipule. Hein, et la presse, ouais. Et les cadres politiques, les chefs religieux, tout le monde, je veux dire. Mais c'est dit qu'avant de balancer sur la langue bamana, aux dernières élections, j'ai vécu une situation extraordinaire. Je suis allé en commune 6 pour voter. Donc ce jour-là, il a plu. Je voyais un vieux tout tremblant, mais il est aveugle. Mais il tenait à aller voter. À côté de lui, il y avait 2 jeunes qui l'entouraient. Moi, je suis venu. J'ai fini de voter. J'ai dit, Nefa, mon père, bonjour. Est-ce que je peux vous aider pour aller voter? Il dit non. Il dit en Bamana, laisse-moi tranquille. Ces 2 jeunes qui m'entourent là, je comprends mieux leurs propositions que toi ta proposition. J'ai dit, mais leur proposition c'est quoi? Qu'ils vont acheter ma carte d'électeur à 10 000 francs CFA. Et toi tu veux juste que j'aille dans la salle comme ça, alors qu'on m'a dit de venir. Parce que la carte d'électeur là, ça coûte de l'argent. Il me dit, ne me dérange pas, il faut me laisser avec les jeunes. Donc il a vendu sa carte d'électeur à 10 000 francs. Voilà, donc voilà, voilà un vieux comme ça qui va s'asseoir tout bonnement dans sa famille pour dire que vraiment les hommes politiques là sont comme ça. Mais alors qu'en réalité, maintenant, il y a des Somaliens qui disent qu'on ne croit pas à nos autorités. Mais les autorités... Nous, on ne facilite pas. Par exemple, les juges, mais les autorités aussi. Ils accusent les juges, par exemple.
Mais c'est le Malien qui a le courage d'aller voir le juge pour donner de l'argent. Mais ce n'est pas le juge qui vient à lui. Donc nous aussi en tant que citoyens, jouons notre rôle. Non, mais les juges ne viennent pas parce que les juges ont également un système qui leur permet, c'est-à-dire de créer cette situation-là. Des juges, pas tous les juges. Des juges. Bon, on dit les juges. Les juges, non, c'est les juges eux-mêmes qui ont dit qu'il faut qu'on parle des juges. Hein? Et que ça ne va pas chez eux. Non. On parle des juges. Ah, d'accord. Sinon, on peut nommer les noms. C'est-à-dire, on peut donner les noms. Quoi. Donc, là, on ne va pas donner de noms aujourd'hui. Voilà. Sinon, c'est les juges même qui ont dit qu'il faut qu'on parle des juges. Ah. Voilà. Parce qu'on peut s'attaquer à l'institution. On peut s'attaquer vraiment à des décisions de justice. En tout cas, ces deux jours-là, ces 2 jours-là, la justice malienne nous a présenté une image que nous connaissons pas. En tout cas, c'est pour dire que... Parce que sans justice, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de démocratie. Mais imaginez le justiciable malien, le malien lambda, il peut se rendre compte que il y a une décision de justice qui est là, en sa faveur. Mais il va attendre de délibérer pendant très longtemps. Donc, quelque chose va lui effleurer à l'idée que, attention, pour décanter la situation, il faut mettre la main dans la poche, parce que malheureusement, nous avons des juges aujourd'hui qui pensent que rendre une bonne décision de justice, c'est comme si on mène une activité par bénévolat au juge, c'est-à-dire qu'à ce justiciable-là, et c'est très grave. Mais ce qui est grave quand même, c'est vrai, on soutient tous nos camarades de juges, mais dans l'opinion, il faut le reconnaître au Mali. Ça ne va pas. Dans l'opinion, tu vas dans un grain, tu discutes avec des gens, quand tu parles de la justice, mais les gens ne te regardent plus, ils disent mais toi tu rêves encore, il n'y a pas de justice. Mais nous, au niveau de la convention, nous disons il y a bien la justice parce qu'il y a des juges de qualité, même s'ils ne sont pas nombreux.